Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Un plaisir d'être de nouveau avec vous. Merci de toujours nous suivre sur les ondes de Canal M. Alors aujourd'hui, en table ronde avec mes 3 invités, nous allons parler d'infertilité. L'infertilité touche un couple sur 6 au Canada. Or, selon nos invités, l'infertilité est encore tabou, si bien qu'un sentiment de solitude dédouble la culpabilité de ne pouvoir avoir d'enfants. Tristesse, colère, déception, honte, incompréhension s'entremêlent dans les 9 histoires de ces femmes qui ont accepté de témoigner dans le livre « L'ego de l'infertilité » paru en 2023. Parce qu'il faut parler de l'infertilité comme des montagnes russes dans lesquelles la procréation assistée entraîne les couples. Nos invités ont voulu dire à d'autres qu'elles ne sont pas seules à traverser cette crise de vie. Bonjour Kate Lalique. Bonjour Marjorie. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci de nous recevoir aujourd'hui en studio. Voilà. Donc vous êtes idéatrice et directrice littéraire du livre « L'ego de l'infertilité » paru en 2023 aux éditions GED Lab et vous êtes également une des 9 femmes qui ont témoigné dans le livre. Oui, c'est bien ça. Voilà. Alors bonjour Andréane Charon. Bonjour. Merci à vous aussi d'avoir accepté l'invitation. Merci, ça va bien? Oui, très bien. Alors, bonjour Virginie Bisson. Bonjour. Donc, vous êtes également parmi les 9 femmes qui ont témoigné. Effectivement. Alors, donc, merci à toutes les 3 d'avoir accepté cette invitation. Donc, ça va être très convivial. On va discuter vraiment de vos histoires qui sont déjà relatées dans le livre. Alors, Kate, d'abord, la première question sera pour vous. L'idée de ce livre est venue comment? En fait, c'est vraiment une belle histoire, une drôle d'histoire aussi que j'ai racontée lors de notre lancement au mois d'octobre. Mm-hmm. J'ai débuté le parcours en fertilité il y a déjà 2-3 ans, puis je me suis mise à écrire parce que j'écris pour d'autres histoires, de la scénarisation, etc. Là, j'ai dit, bon, je vais mettre mon histoire sur papier pour un jour me souvenir de tous les hauts et les bas et tout. Mais j'ai pris un autre nom. Donc, j'avais un autre nom qui s'appelait Ophélia. Et donc, je me cachais un peu à travers tout ça pour pas trop mettre l'émotion de l'avant. Et garder aussi ce secret, en fait, familial sous silence parce que c'est quelque chose que je ne parlais pas, je partageais pas nécessairement avec mes amis, notre famille, tout ça. Donc, au mois de, je crois, novembre dernier, donc j'ai eu une deuxième chirurgie en lien avec la fertilité. Et puis, je me lève un matin, j'étais encore un peu sous l'effet des médicaments et j'ai dit, OK, donc là, je veux vraiment mettre de l'avant d'autres histoires. J'aimerais qu'on crée un recueil et qu'on mette de l'avant aussi mon histoire, mais chaque histoire d'infertilité est totalement différente. Oui. Donc, on traverse... il y a tellement d'enjeux différents que j'ai dit, on ne peut pas juste avoir une seule vision. Donc, on peut avoir la vision de chacune des femmes qui sont de milieux différents un peu partout au Québec. Donc, je lance l'idée à mon conjoint. Et là, il dit, OK, wow, une autre idée parce qu'on fait plusieurs projets. Et là, j'ai dit, ben oui, pourquoi pas? Et en une semaine, j'avais déjà trouvé au moins 5 à 7 femmes qui étaient disponibles, qui voulaient s'investir, qui aimaient l'idée. Et ensuite, on a brainstorm un peu l'idée. Et là, il a dit, mais pourquoi on ne fait pas 9 femmes pour 9 mois de grossesse? Et là, j'ai dit, oui, voici, on a le concept. Donc, on a trouvé nos 9 femmes qui ont voulu embarquer dans l'aventure. Puis, c'était une aventure de exactement 9 mois. Mm-hmm. Ça a été facile de les convaincre, ces femmes? Oui, il n'y avait pas vraiment de côté où est-ce qu'il fallait convaincre personne. Oui. C'était vraiment au niveau juste du temps. Est-ce que vous avez du temps pour vous investir? Parce que c'est quand même prenant. Mm-hmm. Mais de leur côté, ils avaient déjà commencé à écrire leur histoire. Oui. Donc, ils avaient déjà une base, un commencement. Okay. Et puis moi, j'ai juste guidé la conversation, guidé un peu leur façon d'écrire aussi. Donc, oui. Ouais.
Puis, moi, je suis passée à travers le livre. Alors, le titre, L'ego de l'infertilité. Alors, ça vient d'où? C'est une question qui revient souvent parce que, en fait, ego, c'est vraiment un mot qui est très, très fort, Oui. qui vient des fois déranger. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'on a chacun un ego à l'intérieur de nous qui peut prendre une grande, grande place dans notre vie si, par exemple, on peut dire d'une personne que, lui, il a un gros ego, elle a un grand ego. Donc, l'infertilité devient, Mm-hmm. en fait, une partie tellement intense et grande de toi, de ta vie, prend beaucoup de place. Donc, comme un ego, des fois, on dit on doit mettre notre ego de côté. Donc, l'ego de l'infertilité vient prendre une grande place au sein de notre quotidien. Puis, des fois, ça peut venir brouiller nos cartes, brouiller notre santé mentale. Et donc, c'est un peu cette association-là. Puis, je constate que vous êtes auto-édité. Puis, c'est un sujet très, très important, même tabou. Alors, je me demandais, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas d'autres maisons d'édition intéressées au sujet ou c'était très stratégique de votre part? C'est un peu stratégique. D'accord. Mais pourquoi? Parce que, bon, je suis aussi quelqu'un qui aime amener des projets sur la table et faire de A à Z, un côté très entrepreneurial. J'ai déjà auto-publié un premier livre pour enfants qu'on a commencé il y a déjà 3-4 ans de cela. D'accord. Puis, la journée que j'ai décidé de l'auto-publier, je me suis dit, mais pourquoi pas continuer et auto-publier d'autres personnes, puis grandir et en faire une maison d'édition. Pour les personnes qui n'ont pas nécessairement la chance ou la voie d'aller vers les maisons d'édition, puis aussi de donner la chance aux femmes d'ailleurs, aux femmes d'ici, pour mettre de l'avant des histoires qu'on ne parle pas nécessairement. D'accord. Donc, je poursuis avec vous. Vous êtes la première à témoigner le chapitre 1 du livre. Oui. Donc, racontez-nous un peu votre histoire. Mon histoire a débuté lorsqu'on a essayé de concevoir et puis on a décidé d'aller consulter pour... Après un certain temps, on doit aller cliniquement consulter lorsque ça fait plus d'1 an qu'on essaie de concevoir. Et puis finalement... le médecin a dit qu'il y avait une problématique au niveau des trompes, donc des trompes qui étaient bouchées. Et donc, on a dû passer à travers déjà 2 opérations, l'ablation complète des trompes pour aller de l'avant et pour traverser en fait la nouvelle étape qui se dresse devant nous, c'est l'étape du FIV. Ouais. Puis vous, alors je m'adresse à vous, Andréane. Vous êtes dans le chapitre 2 du livre. Donc, j'aimerais vous entendre. Oui, donc moi, mon parcours a commencé il y a 4 ans. En fait, il y a 4 ans, on a décidé de commencer à envisager avoir un enfant. Et naturellement, comme tous les couples, on pensait que ça allait arriver assez vite et finalement, ça n'a pas été le cas. Donc, au bout de 6 mois, moi, j'ai commencé à m'inquiéter parce que quand j'ai mes règles, j'ai des fortes crampes paralysantes. Des fois, ça m'empêche même d'aller travailler. Ça peut me réveiller en pleine nuit. J'ai extrêmement de douleur. Et quand j'en ai parlé, en fait, à l'adolescence, à mon médecin, on me disait que c'était normal, que les femmes avaient des crampes et qu'il fallait pas s'inquiéter. Donc, j'en ai parlé à mon médecin de famille à ce moment-là, puis elle m'a dit, ça va prendre 1 an avant que tu puisses commencer à consulter, étant donné mon jeune âge à l'époque, là, j'avais 28 ans. Et finalement, au bout d'1 an, on a fait les investigations et j'ai eu au départ un diagnostic d'ovaire polykystique, mais ça se trouve en fait que c'était pas mon vrai diagnostic. Donc plus tard, on a su que j'avais l'endométriose, mais c'est par une grande infection que j'ai fait où je me suis ramassée à l'urgence que j'ai pu avoir la confirmation du diagnostic d'endométriose. Un diagnostic qui est quand même assez difficile à obtenir. Oui, tout à fait. Je vais vous demander à votre tour, Virginie Bisson, de raconter, puis ensuite on ira plus profondément. Parfait. Moi, dans le fond, ça fait 5 ans qu'on est, 5 ans et demi presque, en essai bébé.
ça a pris 1 an et demi avant qu'on décide d'aller consulter. On dirait que moi, j'acceptais pas de devoir prendre des hormones, j'acceptais pas de devoir faire des inséminations. Puis pour moi, il y avait rien de logique là-dedans. Puis j'ai toujours été une femme qui était comme, je suis capable toute seule, puis je vais l'avoir, puis je veux pas ça. Mhm. Puis ça a donné que ma meilleure amie était aussi en fertilité, puis elle a décidé de continuer, d'aller plus loin. Puis là, j'étais là, c'est pas possible, là, je peux pas l'avoir continué, puis que moi, je me rende pas là, puis que moi, je réussisse pas. Fait que j'ai décidé d'aller consulter. Au début, je dirais que j'ai pas eu vraiment de vrai suivi. On dirait que j'ai été garochée, je me sentais pitchée là-dedans, j'étais pas... j'ai fait des inséminations, puis finalement, ils m'ont envoyé en fécondation in vitro. Ouais. Puis là, ça l'a déboulé. Là, aujourd'hui, à mon actif, c'est 10 inséminations, 2 fécondations in vitro, 3 transferts. Puis je suis encore en attente, puis je suis classée en infertilité inexpliquée. Fait que ce qui veut dire, c'est qu'on fait des tests, puis on trouve jamais de solution. De solution, de problème. Tu sais, j'aimerais qu'on trouve un problème pour qu'il y ait une solution. Puis là, c'est comme si je suis un essai-erreur en ce moment. Là. Je me sens un petit peu comme un rat de laboratoire. Parce que dans l'infertilité inexpliquée, il n'y a pas d'explication, c'est ce que ça dit. Exactement. Alors, vous n'avez pas, par rapport à Andréane, qui a vraiment le diagnostic, ou Kate et tout ça, donc ça devient encore plus difficile parce qu'on n'a pas mis de mots sur exact, c'est toujours de l'essai-erreur. C'est toujours des nouveaux médicaments, c'est toujours des nouveaux tests, c'est toujours... Puis c'est des tests très invasifs, fait qu'il n'y a rien de fun là-dedans, il n'y a rien de... Mais c'est ça, là, je suis en train de passer un autre test en ce moment même, puis j'espère enfin avoir des réponses avec celui-là. Là. Lorsque j'ai lu vos histoires, vous parlez beaucoup de la pression sociale qui est omniprésente. Puis le fait aussi que vous êtes jeune, vous êtes entouré de femmes qui décident de procréer. Donc, il y a des histoires de succès. Mais c'est ça. Donc, alors, cette pression sociale, comment vous la vivez? Alors, Kate? Au début, c'est très difficile, surtout avec les annonces, les grossesses, les baby showers, les invitations aussi, parce que moi, j'ai gardé beaucoup sous silence tout ce qui se passait. Puis, quand les gens... c'est sûr que même si les gens le savent, ils ne comprennent pas nécessairement l'implication d'un parcours de fertilité dans ton quotidien. Donc, que ce soit au travail ou avec les amis ou à la famille. Mais qu'est-ce qui est plus difficile, je dirais, c'est clairement de ne pas se comparer, de prendre, de garder patience, de garder la foi aussi. Mais l'idée que les gens ne le sachent pas, c'est sûr que c'était un peu plus difficile parce qu'il fallait tout, soit mentir ou cacher ou aller dans des événements puis faire des injections dans les salles de bain. Donc, il y a plein de belles petites anecdotes face à ça aussi. Mais je trouve que la pression sociale d'avoir aussi un enfant, d'enfanter lorsqu'on est dans soit un couple très sérieux ou un mariage, c'est quelque chose qui est mis de l'avant. Pourquoi? Parce que la femme, c'est comme si c'était un devoir social. Donc, la question revient très, très, très souvent. Et donc, on se demande, mais qu'est-ce qu'il y a d'anormal ou pourquoi ce couple-là n'a pas d'enfant? Ça fait déjà 5 ans qu'ils sont mariés, etc. Surtout aussi quand on est dans des familles qui sont d'origine autre, donc des familles immigrantes, chacun, soit moi, mon conjoint, etc. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on doit naviguer et puis ça peut prendre un peu de... Comment je pourrais dire? Ça peut prendre un coup sur notre ego. Voilà. Oui, tout à fait. Puis vous l'avez vécu autant, la pression sociale? Oui, totalement. Andréane. Puis, justement, je pense que ça nous vient de notre héritage au Québec catholique, l'idée que la femme, elle est là pour concevoir. Alors, je pense que ça, c'est encore ancré, même si aujourd'hui, la femme, elle peut s'épanouir au travail, elle peut s'épanouir autrement. C'est encore très ancré. On le sent beaucoup, justement, dans les réunions familiales, les fêtes, lorsqu'on se fait demander, c'est pour quand les enfants? Donc, on sent que c'est encore très valorisé. Puis justement, vous parliez d'ego tout à l'heure. C'est souvent sur les réseaux sociaux, les gens vont projeter une image d'un couple, d'une famille heureuse avec les enfants. Alors, on a l'impression que oui, c'est ce qu'il faut faire. Il faut être maman pour être heureuse. Là. Mais moi, au fil du parcours, je réalise qu'il y a d'autres façons d'être heureuse aussi. C'est beaucoup de travail sur soi là, de faire ça. T'sais, moi, c'est la raison qui a fait que j'ai commencé à en parler. Là. J'étais plus capable de me faire justement dire par ma famille, par mes proches,
Puis c'est pour quand les enfants, tu sais, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ça s'en vient-tu? Puis moi, j'avais commencé le parcours, mais j'en parlais pas encore. Tu sais, j'étais pas prête à ça. Puis quand j'ai commencé à en parler, j'ai vraiment commencé à en parler beaucoup. Ouais. Puis, alors vient avec ça la solitude aussi que chacun dans vos parcours, vous avez vécu. Alors Virginie, vous dites dans le passage de ce que vous avez écrit, entrer dans le monde de l'infertilité, c'est aussi se sentir seul parmi les autres. Oui. Donc, vous avez écrit ce passage-là. Alors, Oui, vraiment. Ben, tu sais, dans le fond, je me rappelle, là, tu sais, je suis arrivée à mon rendez-vous clinique, je suis sortie de là avec un petit bout de papier qui était déjà pré-rempli par la médecin, puis j'avais l'impression de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir quoi faire, tu sais, les autres, ils te donnent ça comme si c'est normal, tu sais, là, tu t'en vas en clinique, tu t'en fais ça, mais on dirait que tu sais pas à quoi t'attendre, tu connais pas vraiment de gens qui sont là-dedans parce que vu que t'en parles pas, personne n'en parle. Fait que tu sais pas que ta voisine est aussi là-dedans parce qu'il y a quand même un couple sur 6 qui est là-dedans. Fait que depuis que j'en parle, je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui passent, tu sais, par l'infertilité, par des... Mais c'est ça. On dirait que tu te sens tout seul au début, puis plus que t'en parles, plus que tu te rends compte que finalement, on n'est pas si seul que ça. Puis c'est ce qui fait que j'en parle. Andréane, vous l'avez vécu comment, cette solitude? Moi, j'ai beaucoup cherché des histoires comme la mienne, justement, dans la littérature. Puis je suis contente que Kate ait décidé de lancer l'idée du collectif parce que j'ai essayé de trouver des livres sur le sujet ici au Québec. J'en ai pas trouvé beaucoup, peut-être 2. Et effectivement, dans l'entourage, moi, je connaissais personne à part une collègue de travail là, qui avait été touchée par un processus de fertilité, là, qui avait fait des inséminations. Donc, pour moi aussi, c'était beaucoup d'inconnus. Et dans le milieu médical, lorsqu'on est pris en charge, on est bien pris en charge, mais le côté psychologique, par contre, c'est de soi-même qu'il faut... Ouais, c'est ça, faire des démarches pour essayer d'aller bien dans ce processus-là, malgré tout. Là. C'est ça. Puis, Kate, est-ce que c'était une façon aussi, de cette solitude que vous avez sûrement ressentie, est-ce que c'était une façon aussi pour vous d'aller chercher des gens autour de vous pour écrire, puis pour peut-être vivre ensemble ce parcours en infertilité? Exact. D'un côté, c'était un peu une façon pour moi de mettre ma tête ailleurs pour dire, OK, je vais pas... À travers ce parcours-là, j'aimerais aider d'autres personnes, mais ça m'aidait, moi, à savoir que j'avais 9 autres femmes que je pouvais écrire, parler et dans le fond, avoir des rencontres avec eux à chaque mois ou les inviter, faire une séance d'écriture, etc. Donc, ça devient aussi ton support moral à travers tout ça. Parce que j'ai aucune amie aussi qui est dans le parcours ou des gens dans mon entourage. Donc, aussi, j'en parlais pas. Donc, lorsque je parle avec eux, c'est un peu plus facile. Ça devient aussi ma propre thérapie. Mais ma thérapie était vraiment à travers l'écriture et la lecture de tous les chapitres des femmes. Des femmes. Il y a quelque chose qui ressort beaucoup dans toutes ces histoires-là, c'est aussi l'aspect mécanique du processus. De la froideur, de l'annonce du diagnostic, jusqu'à l'infirmière qui annonce après les nombreux tests de grossesse que c'est négatif. Donc, vous avez même dit que ça ne dure même pas une minute, cette conversation-là. Donc, oui, on a tous dit ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Alors, c'est ça, j'aimerais qu'on en parle de cet aspect mécanique. Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que vous pensez que ça va s'améliorer? Mais je crois que oui, ça peut s'améliorer parce que je crois que le côté que on parlait tantôt de littérature, du fait qu'on n'a pas beaucoup d'histoires pour se baser. Alors nous, en étant patiente, on n'a pas beaucoup d'histoires sur lesquelles on peut se baser puis lire, mais les gens qui sont dans l'industrie, donc les infirmières, les infirmiers, les gens qui sont en recherche, les médecins, ont peu d'explications de comment nous, on se sent aussi à travers ça. Donc, l'envers du décor. Et puis, le livre peut aussi les aider à mieux comprendre et à naviguer nos sentiments, savoir, OK, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut amener comme par rapport au niveau de la santé mentale dans cette aventure très complexe de la fertilité. Oui. Tu dis ça, Kate, puis l'autre jour, je suis allée à la pharmacie où justement, ils sont spécialisés dans la fertilité, si tu veux. Puis la pharmacienne, elle venait de lire justement le début de notre livre, puis elle me disait
merci, tu sais, de me faire voir ce côté-là. Tu sais, elle dit, tu sais, moi, je donne les médicaments, puis Oui. là, je suis capable de voir, tu sais, votre ressenti face à ça, puis c'est ça, elle me remerciait de cette façon-là. Fait que je trouve ça le fun. Ouais, Exactement. Wow. Kate, vous avez parlé tout à l'heure de la santé mentale, donc j'aimerais qu'on aille un peu plus loin là-dedans, dans cette détresse psychologique qui est toujours présente, et puis vous en avez tous toutes parlé. Donc, Andréane, vous avez même dit dans votre récit, et je vous cite, qu'à chaque fin de mois, je me sens en peine d'amour, comme si on m'avait crissé là. Donc, on peut sentir toute la détresse qui est comparable à une peine d'amour. On sait que c'est parfois tellement difficile. Oui. Donc, vous avez écrit ça et puis vous étiez comment? Oui, totalement. À chaque mois, je tombais dans une déprime quand justement je réalisais que j'avais mes règles ou que le test était négatif, parce qu'à chaque mois, c'est de l'espoir. Puis oui, c'est dur sur le moral. Et bon, un peu comme quand on est dans une peine d'amour, moi, j'écoutais des chansons tristes et je me reconnaissais dans les chansons, dans les paroles, ouais. Ouais. Je peux en rire maintenant, mais pour vrai, c'était vraiment pas drôle. Quand j'étais dans le cycle là, des inséminations, c'était une après l'autre. Là, puis je me souviens qu'après la 6e insémination négative, là, c'est là que j'ai eu un creux. J'ai trouvé ça plus difficile de me relever après ça et de continuer. Et c'est aussi la charge émotionnelle, mais physique des traitements. En plus du fait qu'on est des femmes au travail, donc de concilier la fertilité avec le travail, ça en fait beaucoup là, sur les épaules. Oui, tout à fait. Puis, est-ce que vous avez été, vous êtes allé jusqu'à être déprimée, en dépression ou vous avez, oui, moi j'ai Virginie? vécu 2 bonnes dépressions, mais il ne faut pas oublier aussi que toutes les hormones qu'on prend, c'est ça. Quand on arrête de les prendre ou pendant qu'on les prend, c'est une grosse chute dans le corps, veut pas. Fait que c'est assez intense, là, tu sais, c'est énormément de médicaments qu'on prend, là, tu sais, je veux dire, c'est à peu près 12 comprimés par jour, plus 2 à 3 injections dans le ventre, fait que ça va vite, fait que c'est ça, c'est dur de gérer tout ça, en plus du stress, en plus de toute la vie qui continue autour, puis de la pression sociale qu'on disait tantôt, tu sais, c'est beaucoup de points en même temps, puis c'est ça, tu sais, moi, j'ai trouvé ça très difficile, là, puis tu sais, les échecs, puis la fécondation in vitro, ma ponction que... Tu sais, je m'attendais à avoir plein d'embryons comme tout le monde, puis finalement, c'est un échec, puis tu te rends compte que, tu sais, là, toi, ben, t'es plus soutenu par le gouvernement, puis tu dois payer. Fait qu'après, il y a l'argent qui entre en cause, puis que c'est toujours des stress de plus, puis de, tu sais, toi aussi, tu voudrais juste être heureuse pour avoir ton bébé, tu sais, puis que ça soit facile, mais c'est pas toujours le cas, là. C'est pas toujours le cas. Exact. C'est ça. Cette détresse, on la trouve dans beaucoup de vos écrits, mais Kate, vous avez dit quelque chose qui était quand même poignant. Lorsque vous avez perdu vos 2 trompes, vous dites à votre conjoint, Coco, mon amour, je voudrais tant que tu comprennes cette perte. C'est comme si tu perdais tes 2 testicules. Imagine un instant cette réalité. Alors, c'est comme si on privait de l'essence même de ma féminité. Alors, moi, j'ai trouvé ça très fort parce que et votre amoureux a dû être choqué aussi avec l'image que vous lui envoyez. Oui, il faut l'imager de cette façon-là parce que, en fait, pour un peu revenir au point de la santé mentale et des injections qu'on reçoit, alors, on est capable de prendre, dans le fond, de travailler nos sentiments, de travailler sur soi, etc. Puis oui, bien sûr, il y a le côté psychologique, mais il y a des outils qu'on peut aller chercher, comme des psychologues, etc., la littérature. Mais par contre, on ne peut pas savoir qu'est-ce que l'arrêt de la médication, des hormones va faire sur notre corps. Et quand on arrête une médication ou qu'on a eu, par exemple, un transfert FIV, on est enceinte jusqu'à preuve du contraire. C'est ça, Et on prend des hormones, de la progestérone, qui
dupe le fait que les hormones de grossesse. Oui, exactement. Donc, on croit dans notre tête et dans notre corps être enceinte et notre corps nous envoie tous les signaux que nous sommes enceintes, nous sommes enceintes. Lorsqu'on n'est plus enceinte ou qu'on ne l'est simplement pas, puis on arrête tous les médicaments, on rentre dans complètement une chute qui est aussi un peu comme une dépression postpartum. Oui. La problématique ici, c'est que personne nous le dit d'avance. Personne ne le dit à notre conjoint. Personne lui explique cette réalité. Vu que nous, on prend les injections, c'est à travers notre corps. Bien sûr, la femme, c'est elle qui porte l'enfant, etc. Puis le conjoint est là pour soutenir, mais ne peut pas nécessairement comprendre. C'est encore plus difficile d'essayer de comprendre la détresse à travers la fertilité parce qu'on n'a pas de bébé. Exactement. Qui est relié à ça. Donc, si on dit, OK, on perd les 2 trompes, qui est quelque chose qui est tellement petit, infime, et que personne nous explique c'est quoi, même en sciences et en sexualité au secondaire, qui est très difficile à comprendre à quoi ça sert, etc. Mais là, si on a cette vision, on coupe la masculinité chez l'homme, c'est exactement la même chose si on coupait la féminité chez la femme et le pouvoir de procréer. Tout à fait. Puis là, on parle du fait que dans vos histoires, vous étiez celle qui était infertile, si je peux m'exprimer comme ça, mais il y a aussi l'infertilité masculine que vous n'avez pas vécue, je crois, dans vos histoires. Hein? Donc, par contre, dans le livre, il y a d'autres histoires où... Oui, il y a deux femmes. Deux femmes, exactement, où il y avait un taux de spermatozoïdes moindre, je crois. Donc, ça... Alors, mais... Vos conjoints à vous n'ont pas vécu ça, donc il fallait que vous puissiez leur faire comprendre toute cette détresse-là qui sont quand même durant toute l'étape. Hein. Là, on parlait de lorsque vous avez perdu vos trompes, mais lorsque aussi l'infirmière arrive de façon mécanique à vous dire que le test de grossesse est négatif. Donc, c'est fort. Oui. Exactement. Si je peux me permettre de continuer là-dessus, c'est que je crois qu'on ne prend pas nécessairement en considération aussi leur détresse parce qu'on est tellement dans notre monde, dans tout ce qu'on vit. Donc, quand on essaie d'être là pour eux, ben on devrait prendre plus en considération leurs sentiments aussi face à tout ça. Oui, tout à fait. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Autour de la table avec moi, Kate Lalique, idéatrice et directrice littéraire du livre L'ego de l'infertilité, paru en 2023 aux éditions GED Lab. Andréane Charon, Virginie Bisson, qui sont parmi les 9 témoignages de femmes qui racontent leur parcours en infertilité. Alors, ce que j'aimerais savoir, parce qu'on a parlé de santé mentale, ce que j'aimerais savoir, quelle a été votre technique pour diminuer cette tension psychologique? Je sais que Virginie, vous avez parlé du compte TikTok, mais j'aimerais savoir quelles sont les techniques au bénéfice des femmes qui nous écoutent. Je crois que, bien sûr, on dit toujours qu'un esprit sain dans un corps sain. Bien sûr, le mouvement physique, le gym, le yoga. Moi, par exemple, ça a été une drôle d'histoire. J'avais une voisine qui avait commencé à faire du spinning. Et je m'étais toujours dit, non, le spinning, c'est pas vraiment pour moi, etc. Puis finalement, elle a dit, oui, viens. Puis juste le fait d'être dans un cours où est-ce que les lumières sont fermées, l'action, tu ressens l'activité et la statique dans l'air, et puis tu peux juste te laisser aller, crier comme tu veux. Et donc, ça représentait un petit peu le parcours aussi de fertilité, puis de juste laisser aller.
Donc, il y a un beau passage au niveau du spinning dans mon chapitre. Mais c'était aussi pour garder un mode de vie sain, bien sûr, à travers tout ça. Donc, l'idée d'avoir un côté méditatif, de prendre soin de soi, prendre soin de notre couple. Mais pour moi, par exemple, c'était vraiment l'écriture. Puis pour me garder l'esprit ailleurs, c'était vraiment de prendre soin aussi des 9 femmes, puis de les guider à travers la co-écriture du livre. Donc, Kate, c'était votre moyen à vous, l'écriture, le spinning et tout ça. Oui. Alors, Andréane, et vous? Oui, moi, avec l'endométriose, quand je ne suis pas en traitement, en fait, pour l'endométriose, c'est-à-dire quand je prends pas la pilule contraceptive ou de la progestérone, j'ai des grandes crampes. Alors, c'est plus difficile pour moi de rester active, de faire du sport. J'ai toujours eu une tendance anxieuse et ça m'a toujours aidé de faire du sport, du yoga pour réguler mon anxiété. Mais en traitement, je pouvais pas faire de sport très intense, très actif parce que j'ai des douleurs trop fortes. Alors, je dirais que la marche, ça a été vraiment un atout, là. Marcher, méditer, écrire beaucoup aussi, ça fait du bien. Sinon, je dirais de s'accorder des pauses aussi pendant les traitements de fertilité. On n'a pas besoin d'enchaîner les FIV comme une après l'autre. On a souvent l'impression que c'est un peu une course contre la montre parce que la fertilité des femmes diminue avec l'âge. Mais moi, j'ai réalisé dans la dernière année que c'est vraiment important de s'accorder une pause, d'aller en vacances ou de rester à la maison, prendre un congé. Donc, c'est vraiment bénéfique à long terme sur la santé mentale. Donc, c'est ça. C'est pour revenir en force aussi pour les prochains. Oui, exactement. Donc, moi, avec l'endométriose, c'est sûr, je suis obligée de prendre des pauses où, justement, je dois être traitée pour l'endométriose pour éviter que ça se propage. Donc, ça me force à ralentir, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, tout à fait. Puis, pour vous, Virginie, j'ai vu qu'il y avait le compte. Est-ce que vous l'avez toujours? Oui, j'ai toujours le compte TikTok. C'est ça. Moi, j'ai commencé à faire des vidéos. On dirait que j'avais besoin de crier au monde entier, tu sais, l'infertilité, puis de montrer ce côté-là, parce que je voyais que personne n'en parlait, personne ne voulait vraiment. On reste toutes cachées, on a toutes peur. Fait on dirait que j'avais besoin aussi de montrer les côtés un peu, justement, des gens qui donnent des conseils qu'on n'a pas envie de recevoir, ou de leur montrer à quel point. T'sais, même si tu me dis de lâcher prise, t'es le 46e aujourd'hui à me le dire. Ça va pas m'aider, ça fait juste me mettre de la culpabilité de plus sur les épaules. Fait qu'on dirait que pour moi, d'en parler, ça a fait en sorte que j'ai eu une grosse communauté, des femmes autour de moi, puis ça fait que j'ai pu parler de mon histoire, mais écouter aussi les autres, leur histoire. Puis moi, ça m'a fait du bien. Je me sentais moins seule à travers tout ça. J'avais l'impression d'aider, fait que ça me faisait du bien d'une certaine façon. Mais c'est sûr que comme les autres, le sport, écrire, ça m'a aussi fait du bien. Puis, il y a aussi des moments où, comme je disais tantôt dans ma dépression, je faisais moins de vidéos à ce moment-là. J'avais plus besoin de me retrouver. Mais on dirait que sinon, ça me fait du bien de comme créer une petite vidéo loufoque, puis d'essayer d'en rire un peu, puis de pas juste voir le côté négatif. Parce que, c'est pas toujours rose. C'est ça. Puis, je vous relance là-dessus parce qu'on parle du bien que ça fait, mais aussi qu'est-ce que vous avez envie d'entendre que les gens vous disent? Parce que souvent, les gens sont très mal à l'aise sur divers sujets, pas juste l'infertilité. Puis on dit parfois certaines choses que ça passe moins bien. Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre lorsque on est dans un parcours? J'aime cette question. J'ai envie de rien entendre. Voilà. Seulement de l'écoute active. Je pense que le plus beau cadeau serait seulement de l'écoute active, seulement de dire « OK, raconte-moi, explique-moi ». Même si la personne ne peut pas nécessairement comprendre, en autant que tu sais que tu es appuyé, qu'il y a quelqu'un dans ton coin, comme on pourrait dire, qui peut te faire penser à autre chose, qui veut t'amener faire une activité. Mais bien sûr, c'est bien d'en parler, de qu'est-ce qu'on vit, avec quelqu'un qui comprend et qui vit la même chose. Oh mon Dieu, on peut en parler pendant des heures, puis dire « Ah ouais, toi aussi, ah ouais! » Puis là, bon, ça tourne en grande discussion, là. Mais lorsque quelqu'un est avec nous, une amie, une personne de la famille qui n'est pas nécessairement au courant, etc., on peut parler un peu de nos émotions, de qu'est-ce qu'on vit,
Mais nous, en retour, la seule bonne chose qui peut nous être vraiment utile, je crois, c'est l'écoute active. Parce que même si la personne essaie de nous donner des conseils, c'est la patience, c'est la science, c'est la vie. Oui, tout à fait. Ouais. En lisant vos 3 histoires, ce que j'ai vu aussi, parce qu'on parlait de support, ce que j'ai compris, c'est que toutes les 3, vos conjoints ont été d'un grand support, sont là avec vous et tout ça. Bon, malheureusement, on sait que parfois, il peut y avoir une séparation par la suite, mais dans vos cas, au moins, c'est ça. Quel impact, est-ce que ça a eu un impact sur vos vies de couple? Je te dirais que mon couple, moi, est plus fort qu'avant même. Tu sais, j'ai vraiment la chance d'avoir un conjoint qui me soutient énormément là-dedans, puis que, tu sais, tantôt on disait qu'il faut plus les écouter, plus faire attention à eux, mais tu sais, moi, Jean-Simon, il est du genre à pas dire qu'il va pas bien pour pas, tu sais, m'en mettre plus sur les épaules ou... Puis après, moi, je vais être là, tu peux pleurer, mon amour, c'est correct, tu sais. Mais je sais qu'il va comme garder ses émotions, puis... Mais sinon, tu sais, il va toujours être là. Si aujourd'hui, tu veux, je t'accompagne à ton rendez-vous. Tu sais, au début, on allait à tous les rendez-vous ensemble. Oui. Mais tu sais, ça fait vraiment longtemps qu'on est dans le processus. Fait que, tu sais, de monter, surtout que, tu sais, je fais 1h30 de route pour aller à la clinique. Fait que de manquer du travail tous les deux pour aller à une échographie qui prend littéralement 2 minutes et quart, ça tu sais, je l'ai fait tout ça, ces rendez-vous-là, comme une grande maintenant. Puis au pire, je fais une petite vidéo de ça, c'est les follicules pour aujourd'hui. Puis... Mais, tu sais, c'est ça. J'ai vraiment la chance d'avoir un conjoint qui me soutient énormément, qui, tu sais, quand il me dit, quand t'es prête à arrêter, on arrête. Si on continue, tu sais, c'est toi qui vas décider. Puis, il est vraiment à l'écoute. Puis c'est ça, je dirais que notre couple est juste plus fort. Tu sais, on le sait qu'on veut un enfant, mais avant tout, on veut être ensemble. Oui. Nous autres aussi, on est plus forts. C'est drôle, on n'est pas mariés, mais c'est vraiment quand même l'idée de on est ensemble pour le meilleur et pour le pire. Puis je pense qu'on a vécu le pire ensemble. Je le dis dans le livre, là, mais mon conjoint a été un peu comme un préposé bénéficiaire même à un moment donné. Il a vraiment vu le pire. Puis il est encore là, donc je trouve ça beau. Puis effectivement, moi, c'est lui qui me pousse à continuer, mais sans mettre de pression, juste en étant présent, en étant à l'écoute. Et maintenant, il est meilleur là, pour reconnaître les variations hormonales aussi. Fait qu'on apprend à se connaître à travers ça. Oui, tout à fait. Ben, d'ailleurs, Kate, je pense que dans ce livre-là aussi, je pense que les conjoints sont mis aussi à l'honneur parce que ils accompagnent tellement bien leur conjoint. Donc, il y a ça aussi comme message dans le livre. Oui, il y a ça aussi. Il y a le fait qu'ils ont tous une petite formation d'infirmier maintenant. Donc, si jamais ils veulent changer ou de métier, aller vers... Oui, exactement. Parce que bien sûr, bon, c'est pas tout le monde, mais il y en a plusieurs pour nous dans le livre que justement les conjoints étaient là. Ils sont là aussi pour nous aider avec les injections, la prise d'hormones, etc. Puis nous soutenir lorsque, bon, on reçoit le fameux appel de 60 secondes. Oui, de 60 secondes. Oui, mais je crois que le plus important, c'est ce qui est très intéressant dans ce parcours-là, oui, il y a un côté malchance, mais il y a un côté chance pour nous d'être dans ce parcours. Parce qu'on travaille tellement le non-dit, on travaille tellement aussi la communication avec notre partenaire, on travaille beaucoup de... Bon, on passe à travers beaucoup d'étapes, beaucoup de choses difficiles, puis là, c'est comme, bon, mais il n'y a plus rien qu'on peut pas surmonter ou qu'on peut discuter, communiquer, puis prendre des décisions de vie. C'est vraiment des grandes décisions de vie qu'on passe à travers. Puis, pour ceux qui ont eu leur miracle, c'est quand même fou de voir à l'écran un transfert d'embryon, parce que l'embryon a déjà 5 jours. C'est déjà un mini être humain de 5 jours qu'on dépose dans notre utérus. Donc, de le voir, c'est quelque chose qui est quand même spécial, parce que lorsqu'on ne passe pas à travers un FIV, on ne peut pas voir la création de la vie, mais là, on la voit à travers la science. Donc. Je me souviens, c'était Sacha qui avait dit ça à l'atelier d'écriture. Et moi aussi, j'avais pas passé par là encore, j'avais pas vécu de transfert, mais j'avais gardé ça en tête. Et quand je l'ai vécu, je me suis dit, c'est vrai qu'on est privilégié, dans le fond, d'assister à cette étape de création que les autres couples qui conçoivent naturellement ont pas cette occasion-là.
Donc, la question que j'ai pour toutes les trois est celle-ci. Qu'est-ce qui est le plus fort? Le désir d'avoir un enfant ou le désir de porter son enfant? Je crois que c'est une question extrêmement personnelle à chacune des femmes et des hommes, les couples qui passent à travers la fertilité. Personnellement, c'est une dualité. Donc, très, très, très difficile à répondre. Si j'y vais avec mon ego, ça serait de porter mon enfant, bien sûr, parce que c'est le désir de voir la vie en toi, c'est le désir de voir les changements, de vivre, en fait, cette étape à deux, parce qu'on sait que on est avec notre conjoint, il nous voit notre corps changer, il sait que l'enfant est là. Le désir d'avoir un enfant est à 100% présent, mais c'est un deuil et une acceptation. Donc, on doit passer à travers déjà les étapes de deuil, de savoir qu'on ne peut pas concevoir naturellement. Donc, ça, c'est déjà un premier deuil. Et donc, si on décide de ne pas passer par la FIV et de passer, par exemple, par mère porteuse, adoption, etc., donc ça, c'est vraiment d'autres étapes et d'autres étapes de deuil. Et puis là, est-ce qu'on est rendu là dans notre parcours? C'est ça. Puis est-ce qu'on veut vivre ce deuil d'enfanter par soi-même? Donc, il y a des personnes, des femmes qui diraient « Non, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, on peut déjà tout de suite passer à l'adoption. » Ce qui me ferait extrêmement plaisir, mais en même temps, je sais que je vais devoir porter le deuil de jamais pouvoir avoir l'enfant en moi. Et c'est un problème qui doit être résolu au niveau du couple, hein? Parce que le deuil, il est autant chez la femme que chez l'homme aussi, de ne pas pouvoir voir sa conjointe porter le bébé. Exactement. Puis pour vous, Andréane? Comme le disait Kate, c'est vraiment variable, je pense, d'un couple à l'autre. Je me rappelle avoir eu une discussion avec une amie il y a 2 ans. Elle, ça lui a pris à peu près 2 ans avant d'avoir son premier enfant. Puis, juste avant de tomber enceinte, elle me disait justement, j'aimerais ça pouvoir sauter cette étape et passer directement à l'adoption. Mais tu vois, moi, j'étais pas d'accord. Comme couple, on a choisi d'aller vers la procréation assistée, la fécondation in vitro. Parce que, bon, avec le temps, on a su que pour moi, c'était la seule façon de pouvoir porter un enfant, la fécondation in vitro. Mais c'est ça, dans notre cas, on a choisi ce chemin-là et le chemin de l'adoption, il y a beaucoup d'étapes aussi. C'est un autre processus, j'ai comme l'impression. Personnellement, nous, si jamais la FIV, ça ne fonctionne pas, ça va être la fin du projet pour nous. Effectivement, d'avoir un enfant. Mais dans mon cas, j'aimerais vraiment porter l'enfant parce que je sais que ça pourrait m'apporter aussi des bienfaits physiques pour l'endométriose. Souvent, il y a des médecins qui vont dire que c'est un traitement pour l'endométriose de tomber enceinte. Je me suis souvent fait dire ça. Tombe enceinte, on n'aura plus d'endométriose. C'est pas un remède miracle, là. C'est pas vrai qu'on se débarrasse de l'endométriose comme ça, mais par contre, tu as quand même une pause pendant 9 mois d'inconfort et de douleur. Alors, c'est sûr que dans ce sens-là, j'aimerais porter un enfant. Virginie, je sais que vous êtes encore en processus. Oui, moi, c'est ça. Les gens qui me suivent savent que c'est très clair pour moi que la réponse, c'est de porter un enfant. Moi, je me tue à dire que l'adoption et le parcours de fertilité, c'est carrément 2 projets vraiment différents. Oui, il y a des enfants au bout, mais c'est pas du tout la même chose. Puis il faut pas oublier que l'adoption, c'est des frais supplémentaires, puis c'est un long processus aussi, c'est des listes d'attente, on peut pas non plus faire les 2 en même temps. Fait que souvent, les gens, ils disent, au pire, adopte, mais quand tu es en fertilité, tu ne peux pas être sur les listes d'adoption. C'est vrai, oui. Puis quand tu adoptes, tu ne peux pas tomber enceinte durant la première année. Fait que c'est toujours qu'est-ce que je veux? Moi, c'est sûr que je rêve de porter un enfant, je rêve d'avoir mon mini-moi, puis je rêve de vivre une grossesse, puis de voir ma bédaine, puis je suis prête à voir mon corps changer. Puis ça n'enlève rien à l'adoption, mais pour moi, c'est pas mon projet qui me rejoint. Peut-être que je vais finir par changer d'idée. J'avais toujours dit que je ferais jamais de fécondation in vitro, puis j'en ai fait 2. Fait que je vais peut-être changer d'idée, mais pour le moment, je préfère me concentrer là-dessus, puis on dirait que j'ai besoin de me mettre des limites dans la vie puis de pas voir trop loin parce que c'est là que, je sais, je me connais, je finis par tomber en petite boule, c'est comme trop. Pour le moment, il me reste 3 embryons puis mon but, c'est de tout faire pour réussir à avoir les 3 ou de
ça sera ça, puis sinon, ben, ça sera la fin. Tu sais, il va falloir arrêter parce que c'est beaucoup de frais. Tu sais, je veux dire, on est déjà à plus de 12 000 tu sais, dans même pas un an de fécondation in vitro, puis on n'a pas terminé. Fait, parce qu'on n'a pas parlé des frais, en effet, Virginie, mais c'est énormément de frais, même s'il y a les crédits d'impôt, mais souvent, on dépasse le nombre prévu. C'est combien de... Ben, c'est un projet en soi. Donc, vraiment, il faut le budgétiser. C'est vraiment un projet tout autant comme acheter l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, etc. Donc, comme Virginie disait, la première année, la première fécondation in vitro, et je crois que c'est 9 000 non, les inséminations, c'est combien? Maintenant, c'est 6. Okay. Avant, c'était 9. Excusez-moi. Avant, c'était 9 inséminations, puis il n'y avait pas de fécondation in vitro de couvert. Puis maintenant, c'est 6 inséminations, puis une fécondation in vitro. Puis une fécondation, tu sais, ce qui veut dire, c'est qu'à la ponction, c'est exemple, on réussit à créer 25 embryons, puis on a 25 chances de couvert. Ou si, comme moi, on en réussit juste un, on en a une. Puis après ça, la prochaine, on paie. C'est ça, on dirait qu'il y a comme un petit peu d'injustice sur ce côté-là, mais ça, c'est un autre sujet. Hein. Effectivement, oui. Moi aussi, j'ai eu seulement un embryon et là, il faut recommencer au complet. Donc, la chance qu'on a eue de faire la FIV gratuite est passée parce que le transfert a été négatif et donc là, il a fallu débourser pour une deuxième FIV. Ça nous a coûté autour de 13 000 incluant des tests plus spécialisés. Par contre, bien sûr, ici dans la province, on a la chance maintenant d'avoir, depuis peut-être juste moins d'un an déjà, d'avoir au moins la première fécondation in vitro. Si on se tourne vers nos voisins, juste à Toronto, par exemple, ce n'est pas couvert du tout. Mais on est prise en charge au privé, donc il n'y a pas de liste d'attente. Donc, il y a une dualité aussi ici. On peut rester ici, avoir les soins demandés avec une liste d'attente de 7 mois à 1 an. Tandis que si on va, par exemple, en Ontario, alors là, on parle de quelque chose qui est super rapide, mais on débourse beaucoup plus de frais qu'au Québec. Oui, tout à fait. Dans le livre, Kate, c'est pas encore le cas pour vous d'avoir une réussite, mais il y a quand même une histoire de réussite. Il y a un grand taux de réussite dans le livre. Oui, tout à fait. Alors, je voulais vous, que vous puissiez en parler parce que, justement, pour le bien des auditrices et tout ça, de savoir qu'il y a des taux de réussite. Donc, est-ce que vous pouvez parler de... Alors, sur 9 femmes, si je ne me trompe pas, on est 4 à avoir accouché ou 5? Je pense 4. 4. Donc, 4 qui ont eu, qui sont en voie d'avoir un enfant. Donc, c'est quand même un beau roman. Puis, on est encore en parcours. Donc, ça peut continuer peut-être pour la suite, pour... le deuxième livre, peut-être? Oui, non, tout à fait. C'est ce que je voulais que vous puissiez parler, témoigner que oui, il y a des histoires de réussite et puis vous êtes encore toutes les 3 en processus. Donc, alors, voilà, c'était important je pense, de le dire aussi. Oui, de garder l'espoir parce que on avait eu une femme qui avait accouché tout juste avant de débuter l'histoire du livre avec nous. Donc, quand on s'est tous rencontrés au mois de février dernier, elle venait tout juste d'accoucher, ça faisait peut-être 2 semaines, 3 semaines. Puis par la suite, on a eu des nouvelles de femmes qui sont tombées enceintes et au lancement, on a justement eu une femme qui venait tout juste d'accoucher aussi, qui est venue. Donc, super. Donc, Kate Lalique, vous êtes idéatrice et directrice littéraire du livre L'ego de l'infertilité, qui a été un super projet, un gros projet. Alors maintenant, c'est quoi la suite?
La suite, ce n'est vraiment qu'un début. C'est vraiment le début d'un chapitre, là, d'une énorme histoire, parce qu'on essaie aussi de paver la voie pour des milliers de femmes. On essaie aussi d'aller rejoindre des femmes autour du monde, donc en Europe, de voir avec la distribution du livre pour s'étendre aussi. On espère pouvoir aussi, bien sûr, traduire le livre en anglais dans les prochains mois. On planifie un podcast pour 2024 pour pouvoir étendre notre voix, bien sûr, avoir des invités, des spécialistes, mais plus précisément et plus quelque chose d'encore plus important qui vient de nous arriver. Donc, on avait prévu de peut-être en discuter sur un canal qui est encore plus grand, donc la télévision. Oui. Donc, de développer une série documentaire qui a été justement approuvée par un télédiffuseur. Donc, on est en période de développement en ce moment. D'accord. Bien sûr, la docu-série serait basée sur le livre, mais plutôt sur d'amener le livre à d'autres cheminements, donc à d'autres idées de pensée, et d'aller vers le berceau de l'humanité, donc aller en Afrique. Oui. Et pourquoi l'Afrique? Parce que il y a le continent africain est un continent qui va avoir le plus de population d'ici 2100. Mais c'est le continent aussi qui a beaucoup d'infertilité. Donc, il y a un très grand taux d'infertilité. Et donc, pourquoi? Donc, on essaie d'aller répondre à ces questions-là. On va aller en Afrique du Sud, notamment au Cameroun, Bénin, pour aller voir des spécialistes et rencontrer ces gens qui ont été aussi des pionniers, donc des gens qui ont amené les recherches de fertilité justement à Cape Town pour aller rencontrer des gens qui ont été sur le terrain, qui voient qu'est-ce qui se passe aussi à travers les différents couples. Mais aussi de voir comment est-ce que la fertilité, elle est prise en compte dans différentes cultures. Donc, pas seulement juste sur le plan de l'Amérique du Nord, où est-ce que oui, on en parle déjà peu, c'est très tabou, mais est-ce qu'on en parle beaucoup en Afrique aussi, où c'est très, très tabou? Donc, d'aller chercher un peu les différences à travers. Oui. Puis ça, est-ce que ce sont des opportunités qui sont venues par la suite, ou bien lorsque vous avez eu cette idée, déjà, vous avez votre plan d'action Le plan d'action était pas nécessairement prémédité, mais plutôt parce que, bon, les éditions JedLab sont une maison d'édition qui est sous les productions JedLab. Donc, à la base, on crée des émissions de télé, dont une qui s'appelle Maman Chef, qui a passé à TV5 l'année dernière. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas? On a tout ce qu'on peut pour aller chercher d'autres vues, d'autres voies, de bien diffuser notre message sur plusieurs plateformes. Et donc, la télé, ça reste la plateforme la plus importante aussi au sein du projet. Bien sûr, la littérature, c'est quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Mais par la suite, de mettre en image et de raconter encore plus d'histoires à travers le monde, pourquoi pas? Oui, tout à fait. Puis, il y a d'autres peut-être sujets aussi reliés à ça que vous pourrez aussi discuter, parce qu'on a parlé de l'adoption ou d'ouvrir aussi vers les recherches scientifiques qui sont en train de se faire, parce que bien sûr, on sait que le côté de la procréation assistée, ça fait que 40 ans, même pas. Donc, on veut voir où sont les avancements, qui fait les recherches, où est-ce que ça s'en va, tout ça, puis exactement, de voir le futur. Ouais. Ben, on arrive à la fin de l'émission, puis maintenant, j'aimerais vous poser juste une question. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé dire que vous n'avez pas dit dans vos récits? Pour les femmes, je ne sais pas, quelque chose que vous auriez dit à une femme qui voudrait débuter des traitements. Je dis toujours à toutes les femmes d'être douces avec soi-même aussi, puis de s'écouter, puis d'y aller à son rythme. Tu sais, on veut toujours, comme on dit, se comparer, mais si on est prête à avancer, on y va, puis si on veut juste faire une insémination, le fond, on y va, puis si on n'est pas prête tout de suite, on attend, puis d'y aller vraiment à son rythme, d'être douce avec soi-même, puis c'est ça. Des fois, on se tape sa tête, puis c'est ça. Merci Virginie. Et pour vous, Andréane? Dans le même ordre d'idée, je dirais la patience, d'être patiente et de continuer à croire que notre tour va venir, de ne pas se décourager malgré les obstacles et les péripéties. C'est le début d'un chapitre lorsqu'on entame un parcours en fertilité. Le chapitre peut être long, mais on ne se décourage pas. Merci, Andréane. Alors, Kate?
Ben, je crois que c'est super important, justement, de garder patience. Patience, c'est une vertu. Et là, Oui. on comprend vraiment bien parce que c'est drôle, tout le monde les dit. Ah, vous allez voir, quand vous allez avoir des enfants, on se fait souvent dire, vous allez voir. Et nous, on est comme, nous voyons déjà la patience, le temps, tout ça. Donc, c'est juste de prendre soin de soi aussi, de penser à nous à travers ça, à notre couple, et puis de bien s'entourer. Ben, écoutez, merci vraiment à toutes les trois. Vous nous avez vraiment éclairé sur le sujet. Et puis, de tout cœur, je vous souhaite vraiment une belle continuation dans votre projet pour avoir un bébé. Et donc, alors, je rappelle que mes invités sont Kate Lalique, idéatrice et directrice littéraire du livre L'ego de l'infertilité, paru en 2023 aux éditions JedLab. André-Anne Charron et Virginie Bisson, qui sont parmi les 9 témoignages de femmes qui racontent leur parcours en fertilité. Alors, ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Et ici Marjorie Théodore qui vous donne un autre beau rendez-vous la semaine prochaine.